Salut à tous les rouleurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Roue Libre. Peut-être que vous regardez sur Twitch, peut-être que vous regardez sur YouTube. Quoi qu'il en soit, vous allez voir, on va essayer de vous proposer une nouvelle émission Roue Libre avec de fines analyses de qui, évidemment, de mes deux compères, Robin et Polo. Comment ça va? Bah du coup, nouveau plateau. Faut en parler. Parlons-en. Oh là là, c'est beau ça, sympa, Robin. non? Tu aimes ce que nous a préparé Polo? J'aime bien, c'est très sympa. C'est mieux plus assis cosy. aussi. Ouais, on est mieux Voilà. assis, c'est plus Et cosy, franchement, c'est plus raffiné. Parfait pour un tour de France. Après, je sais pas si on va souvent tourner ici. Non, c'est la première et si tout se déroule de la manière la plus normale, ce sera sûrement la dernière. Mais c'est quand même agréable. Eh ben, on va en profiter. Des fois, les moments les plus courts sont. On a été upgradé. C'est comme quand tu prends l'avion et que tu as droit à une place. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y a des gens qui ont cette chance. Oui, on l'a eu avec Joseph plusieurs fois cette chance. Mais au-delà de ça, je ne sais pas sûr si c'est un upgrade parce que ce studio est très beau mais très compliqué à mettre en place. Mais du coup, on est là, on va en profiter le temps que ça dure. Mais il a l'air compliqué à mettre en place. En tout cas, Polo, il est très beau. Tu as fait un beau boulot. Donc, on te remercie avec Robin. Et les rouleurs vont évidemment te remercier. Alors, les gars, on va commencer l'émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le sommaire aujourd'hui. On va avoir un débat qui va être Roglic, Bernal, Pogacar. On va se demander qui va être en jaune dimanche parce qu'il y a un gros week-end qui arrive. Donc, avec de belles étapes de montagne, ça peut pas mal bouger. Donc, je vais vous demander à tous les deux. Ça va bouger. Ce que vous en pensez. Est-ce que Roglic, par exemple, va rester en jaune? Ça va être une des questions. Et forcément, on va faire une petite preview et des petits pronos sur l'étape du Puy-Marie, sur l'étape du Grand Colombier. Ensuite, on enchaînera sur un focus qui pour le maillot vert, parce que ça arrête pas de bouger. En tout cas, ça arrête pas de remuer, d'animer un peu ce Tour de France, qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Donc, c'est intéressant. À l'étape de Clermont-Lyon, il va encore y avoir des points à distribuer. Donc, je vais en parler avec vous. Et on terminera l'émission avec des bonifs. Et la bonif aujourd'hui, elle est sur une seule personne parce qu'il le mérite largement. Elle est sur Marc Hirschi, le Suisse qui a gagné l'étape de Saran. La dernière fois, quand il avait fait la grosse étape à la Reims. Donc là, il était l'heure. Ouais, voilà. Même à Nice, on n'en avait pas parlé non plus. Il était quand même temps. Est-ce que je peux me permettre de rajouter une petite... un petit bonbon dans ce sommaire, Joseph. Mais rajoute, Polo. On aura Yoann Bago, du coup, à la fin du débat, qui nous donnera lui aussi son avis sur ce week-end et lui, de son point de vue, de savoir qui sera le maillot jaune ou pas. Il y aura nos avis à nous et il y aura aussi l'avis de Yoann Bago, la Minute Sport & Connect, où il nous donnera, l'ancien coureur professionnel, nous donnera son favori pour le maillot jaune dimanche soir. Rendez-vous à la fin du débat, c'est ça? À la fin du débat. D'accord. Juste avant de lancer ce débat, d'ailleurs, Polo, la première question que je voulais vous poser, je voulais commencer l'émission à essayer de vous chauffer un peu, parce qu'il y a une déclat qui m'a pas mal intéressé, les rouleurs, je sais pas si vous l'avez vu, c'est Bernard Hinault qui a comme d'habitude parler vrai, on va dire, en tout cas comme il le pense lui, comme le pensent les Français. Oui, il a parlé avec le cœur. Oui, voilà, parler avec le cœur comme lui il le pense. Il n'a pas forcément fait attention au cœur des Français. Il a balancé une punchline énorme sur Thibaut Pinot en disant très sèchement, personnellement, je pense qu'il n'est pas fait pour gagner le Tour, mais pour remporter des étapes. Alors Robin, toi déjà, qu'est-ce que tu en as pensé de cette phrase-là? Ça m'a fait de la peine parce que j'ai montré déjà plusieurs fois dans cette émission à quel point j'aimais Bernard Hinault. Le nombre de fois où on a parlé un peu d'histoire et on a parlé de Bernard Hinault, c'est un acteur hyper important de l'histoire du vélo. Moi, c'est celui que je préfère. C'est un personnage exceptionnel, fascinant, mais voilà, quand il sort des trucs comme ça, on peut pas être d'accord avec lui. Je pense que Thibaut Pinot, il est fait pour gagner le général du Tour. Alors après, forcément, un mec qui joue le général, il a aussi les qualités pour gagner des étapes. Mais dire à Thibaut Pinot, il faudrait que tu te concentres seulement sur les étapes, non, il a montré déjà avec son podium sur le Tour, avec ses résultats sur le Giro, sur le Tour l'année dernière encore une fois, qu'il avait les épaules pour aller peut-être le gagner, en tout cas pour venir au départ en jouant la gagne. Et surtout, si Thibaut Pinot venait au départ du Tour tous les ans en disant moi je joue pas le général, on lui tomberait dessus aussi. Donc il n'y a pas de porte de sortie dans cette histoire, et heureusement que Pinot joue le classement général. Non mais bien sûr, puis pour ajouter à ce que tu dis, parce que tu étais très complet, je suis complètement d'accord avec toi, Thibaut Pinot, il faut arrêter avec on le répète encore une fois, il n'a pas de faillite mentale, il n'a pas de faillite physique, il est certes un peu friable physiquement, mais quand il lui arrive des trucs, là encore une fois, quand on voit ces problèmes de dos, là, le communiqué des médecins de la FDJ est tombé. Je ne sais pas combien ils sont ceux qui auraient continué à participer à ce Tour de France avec les blessures qu'il a actuellement, Thibaut Pinot. Donc oui, il y a de la poisse. Oui, il y a une petite friabilité physique entre guillemets et encore légère.
mais il est quand même à 3 jours de remporter le Tour de France l'an dernier. Il a fait des podiums sur le Tour de France, tu l'as dit. Il a une journée de faire podium aussi sur un Giro. Il a la trempe des grands coureurs de 3 semaines. Et s'il y a bien un mec capable de gagner le Tour de France en France à l'heure actuelle, c'est lui et personne d'autre. Ça, pour le coup, c'est une évidence. Alors, j'ai deux hommes qui aiment beaucoup Thibaut Pinot et je le sais, vous le défendez pas mal. Il y a aussi des rouleurs qui pensent le contraire de ce que vous pensez. C'est-à-dire que Pinot peut-être manque un peu de mental, peut-être n'a pas forcément le physique parfait pour gagner un Tour de France. Il n'a pas le physique parfait. Maintenant, il tombe malade plus que la moyenne. Plus que la moyenne, mais malheureusement, ça peut être aussi un des aspects innés qui fait un vainqueur de Tour ou non. À la décharge pour la défense de Bernard Hinault, même si globalement je suis entièrement d'accord avec vous, il dit je pense. Et quand quelqu'un dit je pense, les mots sont importants. Il n'est pas catégorique. Merci Robin, en disant il n'est pas fait pour gagner le Tour, mais plutôt des étapes. Il dit je pense. Ça reste quand même. Après ni Polo ni moi ne disons qu'il va gagner le Tour. Peut-être qu'il le gagnera jamais. C'est ça. Et il y a beaucoup de mecs qui ont passé leur carrière à courir après une course qu'ils n'ont jamais obtenue. Mais c'est pas pour ça qu'il doit abdiquer. Mais c'est vrai qu'en tout cas, voir Bernard Hinault, un si grand homme, casser un peu les pattes de Thibaut Pinot, c'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, qu'il ait raison ou tort, ce qui est sûr, c'est que sa sortie à Bernard Hinault, elle est clairement maladroite. Et puis, je vais rajouter un dernier truc, et ça a été beaucoup mis en lumière aujourd'hui sur Twitter. Bernard Hinault met en avant le fait de résister à la douleur, de résister aux blessures. Il se soigne pas de la même manière. On sait que Thibaut Pinot, les seuls moyens de soigner ses blessures au dos, c'est de l'antidouleur et c'est des antidouleurs très légers. Des antidouleurs très légers parce que justement, on n'a plus le droit au corticoïde. La Groupama FDJ ne flirte pas justement avec les règles comme pouvait le faire justement Bernard Hinault avec les corticoïdes il y a 30, 40 ans. Et comme peuvent le faire encore d'autres sports aujourd'hui. D'autres sports. Où on a des footballeurs qui nous disent j'ai joué de la saison avec des infiltrations dans le genou. C'est ça. Dans le vélo, ça n'existe pas. Thibaut Pinot ne le fait pas. Alors, en tout cas, ça n'existe pas. C'est sûr qu'il va pas faire Diego Costa, Thibaut Pinot, ce joueur qui avait joué en se mettant du placenta de cheval dans la cuisse pour pouvoir jouer un match de Ligue des Champions. Non, pas de placenta de cheval pour notre cher Thibaut Pinot. On a fait le tour du coup de cette question qui était importante, ça c'est clair. Et agité cette semaine qui n'était pas très agitée sur les routes du Tour. Non, c'est vrai, c'est pas. Il y a eu de la bordure, Polo. Il y a eu des sprints sympas. Polo, il veut de la montagne, il veut. Tu vois, c'est ça qu'il a envie. C'est ça qui. Moi, je pensais que j'allais plus m'ennuyer. Il y a des fins de course sympas, des sprints sympas. Et même des débuts de course. Attends, quand ça tabasse pendant 100 bornes. Et l'étape de Saran aussi, elle était intéressante différemment, mais elle est intéressante. Mais t'inquiète pas, Paul. Là, il y a du lourd qui arrive parce qu'il y a de la montagne qui arrive et il y a le débat du coup qui arrive. C'est parti. Ce débat-là, il va concerner, du coup, je le disais tout à l'heure, Roglic, Pogačar et Bernal. Alors, on a choisi 3 noms pour se demander qui sera en jaune dimanche. Mais ça, pourquoi pas Martin, pourquoi pas Bardet, pourquoi pas Landa. On ne sait pas ce qui peut se passer sur le Tour de France. C'est les 3 qui se dégagent le plus. Voilà, c'est les 3 qui se dégagent globalement le plus. Donc, question très simple pour vous, les gars, pour commencer. Déjà, Polo, qui tu vois en jaune dimanche soir ? En accord avec ce que j'ai dit la semaine dernière, en début de semaine, sur Primož Roglic, je reste persuadé que Primož Roglic sera encore en jaune dimanche soir. Et moi, je reste aussi sur le fait que Primož Roglic va perdre ce maillot et je mise sur Tadej Pogačar parce que même si on a eu des belles étapes, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'étapes de montagne qui nous donnent des enseignements. Donc c'est logique de rester sur notre ligne du début de semaine. Et d'ailleurs, merci Tom qui est à la Real, qui nous balance le classement général. Ce classement général qui donc est mené par Primož Roglic avec 21 secondes d'avance sur Egan Bernal, 28 sur Guillaume Martin, 30 sur Romain Bardet, nos 2 Français 3e et 4e. Le week-end qui arrive va être déterminant pour eux. Nairo Quintana, dont on ne parle pas forcément énormément, il est à 32 secondes. Rigoberto Urán non plus, on n'en parle pas beaucoup, pareil, 32 secondes. Tadej Pogačar, 44 secondes. Adam Yates, qui a porté le maillot jaune, est désormais à un peu plus d'1 minute, comme Miguel Ángel Lopez et Mikel Landa, qui a 1,42. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour Mikel Landa. Heureusement qu'il n'y a pas 20 coureurs, Joseph. Je vous posais bien sur la fin du classement. Et 10, c'est pour ça qu'on fait des top 10. Au
moins t'es complet, Voilà. les rouleurs sont heureux. C'est ce qu'il fallait. Ce que je vous propose, les gars, c'est de commencer avec la première étape parce que elle risque de faire beaucoup dans ce classement jusqu'à dimanche soir. La première étape dont on va parler, c'est l'étape qui va mener jusqu'à Puy-Marie, pas de Pérol, 4400 de D+. Robin, est-ce que pour toi, c'est l'étape la plus compliquée du Tour de France? Ça, je sais pas, parce que il n'y a pas les cols les plus difficiles, il n'y a pas énormément d'altitude, mais c'est vrai que. Alors pourquoi elle est présentée comme telle? Parce que ça fait que de monter et de descendre. Alors, est-ce que c'est plus dur que l'étape où il y aura le col de la Madeleine et le col de la Lose? Je sais pas, ça risque d'être dans des schémas différents. Les deux étapes sont très 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 dures. Après, c'est sûr que celle-là, ça va être une des plus compliquées. Et quand tu vas arriver à l'ascension du Pas de Pérol, même si c'est pas l'ascension la plus dure du Tour au niveau pourcentage et au niveau longueur, avec tout ce que tu as eu avant dans les jambes, c'est sûr que ça va faire très très mal. Et que forcément, tout peut basculer sur une étape comme ça, parce que foncièrement, dès le début de l'étape, notamment l'équipe Jumbo-Visma de Primož Roglič, ils vont devoir être à la planche, ils vont devoir gérer les échappées, qui part devant, qui part pas, qui on laisse partir. Donc voilà, il y a personne, on sait bien que ni Pogačar, ni Bernal, ni aucun coureur du top 10 va partir dans la première ascension, ni même dans la deuxième ou la troisième. Mais en tout cas, c'est une étape qui va être plus dure à contrôler qu'une étape assez tranquille pendant 100 bornes et avec une montée à la fin. Moi, je pense que c'est exactement pour ça que cette étape fait peur et fait peur à tout le monde, et que cette étape va être, à mon avis, dantesque. C'est qu'elle me fait un peu penser à cette dernière étape du Dauphiné qu'on a vue il y a quelques semaines, où, à mon avis, ça va batailler dur toute la journée, qu'à mon avis, évidemment, que le top 5, le top 8 ne va pas partir, mais pourquoi pas un Lopez tenter quelque chose de loin, pourquoi pas... Imagine ça. Peut-être un peu tôt. Je suis assez d'accord avec toi. Mais ce qui est sûr sur cette étape, c'est que la Jumbo-Visma ne va pas pouvoir tout contrôler, et s'il y a bien une étape où tu peux les mettre en difficulté, c'est cette étape-là. Si des leaders, des mecs un peu lâchés, je pense, tu vois, à du Bourkman, à tous les coureurs d'IF, Higuita, Dan Felipe Martinez, qui ont des coéquipiers, notamment je pense à Lucarty, qui s'ils sont un peu bien lunés, peuvent faire de cette étape un réel feu d'artifice et peuvent mettre en danger, parce que je pense que l'objectif c'est ça, c'est mettre en danger la Jumbo-Visma. Si ces mecs-là qui sont à 5 minutes, 6 minutes au général, ils sortent, je pense pas que Jumbo va réagir. Au contraire, Jumbo peut ne pas vouloir réagir, parce que Tom, est-ce que tu peux remettre rapidement le profil de l'étape, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, est-ce que l'organisateur du Tour de France ASO a mis en place, c'est les bonifications, notamment au col de Néron. Ces bonifications, elles sont sans doute faites pour que les prétendants au général attaquent de loin, Paul, et là, s'il y a des échappés qui partent, qui sont loin au général, ça peut être parfait en fait pour la Jumbo-Visma. Tout à fait, mais encore une fois, ça dépend pas de la Jumbo-Visma, ça dépendra de leurs adversaires. Moi, je pense aussi à un Mikel Landa, qu'on connaît, qu'on sait offensif. Est-ce qu'il n'aurait pas tu peux partir après le sprint intermédiaire, on voit sur le profil, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Après le sprint intermédiaire, sur la première catégorie, tu commences à mettre des choses en place, tu fais sauter les coéquipiers de la Jumbo-Visma. C'est un gros truc, parce qu'il reste 55 bornes. Mais après le tour, si tu as envie de le gagner, il faut prendre des risques. Et encore une fois, on en parlait très bien lundi dernier, ce ne sera pas pour bousculer Primož Roglič, il ne faudra pas attendre la planche des belles filles. Donc évidemment, il reste encore des opportunités pour les rouleurs, pour les grimpeurs et pour les favoris. Mais je trouve qu'avec cette étape-là, la manière dont elle est construite, la manière dont on est placé sur ce Tour de France, évidemment, les gens vont avoir peur du Grand Colombier le surlendemain, mais ce serait dommage de ne pas profiter d'une si belle rampe de lancement pour essayer au moins de mettre en danger la Jumbo-Visma et même le Team Ineos, puisque les deux font la paire depuis le début de ce tour. Ouais, depuis le début de ce tour, pardon. Robin, toi, tu vois assez clairement Jumbo-Visma mettre un énorme tempo dans le col de Néron pour éviter justement qu'il y ait des outsiders qui aillent chercher les bonifs. Moi, je pense qu'ils sont encore là. C'est avant. Ça peut ressembler le final à ce qu'on a eu au col de la Luzette, avec ensuite le Mont Aigual. Bon, alors après la bonif au col de Néron, ce sera bien plus dur l'ascension vers le Pas de Pérol que ce qu'était l'ascension du Mont Aigual. Mais je pense que si ça se bagarre pas trop sur le début de l'étape, et si une échappée part assez facilement avec des coureurs pas dangereux au général, derrière la Jumbo-Visma aura la main d'œuvre pour gérer et pour mettre le tempo dans
dans les 30 derniers kilomètres. Évidemment, après, encore une fois, pour terminer là-dessus, c'est les coureurs qui font la course. Et si on a un gros groupe d'échappés avec des profils à la Philippe Lutsenko qui part, et bah, tout le monde sera content, et même les favoris. Donc ça aussi, il faut prendre ça en compte. Que nous, on peut espérer ce qu'on veut. Moi, je suis très optimiste depuis le début de ce Tour de France. J'avais notamment annoncé qu'on aurait une magnifique étape entre je ne sais plus où et Loudanviel. C'est ce qu'on avait eu. Voilà, j'ai un peu le même feeling avec l'étape de demain. On va voir ce que les coureurs du général notamment vont tenter. Et on rappelle aussi que c'est pas un seul coureur qui fait la course, et il faut pas que seul Higuita attaque, faut qu'il y ait disons des opportunités qui soient suivies par beaucoup de coureurs pour vraiment faire bouger la Jumbo-Visma et aller chercher ce maillot jaune. Après, il y a bien ancré sur les épaules de deux Roglic. coureurs qui vont faire bouger la course très facilement s'ils bougent. Alors ça se fera pas à 50 bornes de l'arrivée, mais ça peut se faire à 15, à 10-15 km. C'est avant justement les bonifs au col de Néron. C'est Pogačar et Bernal, parce que eux, s'ils décident de bouger, Roglic ira. Ce qui est quasiment sûr, c'est que c'est pas Roglic qui va placer une attaque dans le col de Néron. Par contre, si Pogačar et Bernal en mettent une, il est un peu obligé de suivre. Il a deux adversaires à surveiller, c'est ces deux-là. Il peut suivre jusqu'aux Champs-Élysées, Roglic, s'il arrive à suivre. Voilà, alors après, c'est justement... D'ailleurs, toi qui vois Pogačar être en jaune dimanche, est-ce que tu le vois notamment sur cette étape passer à l'action ? Ouais, éventuellement. Alors après, je suis pas dans sa tête, je connais pas sa stratégie, mais c'est clairement un terrain pour faire une différence. Comme le Grand Colombier dimanche, c'en est un autre. Je pense, on a vu Pogačar très offensif, que ce soit à Loudanviel, où il reprend 40 secondes. À la Reims aussi, c'est lui qui attaque dans la dernière montée à Marie-Blanc. Alors à la Reims, il lâche personne, mais il lâche pas Roglic, mais il fait quand même un gros tri. Il se retrouve à 4-5 seulement devant. Donc ça veut dire sur les deux, voilà, il lâche pas Roglic, mais sur les deux étapes pyrénéennes, il a essayé. Et une fois, ça a marché. Donc je pense. Pas de raison qu'il essaye pas cette fois. Ouais, voilà, je pense qu'il va réessayer. En plus, c'est celui qui a le plus de temps à reprendre. Il peut pas rester. Là, il est à 40 secondes et quelques, je crois, 44 secondes. Ouais, donc il peut pas rester si loin. Voilà, on voit là son attaque dans Marie-Blanc. Voilà, je pense que Pogačar il va remettre ça. Et après on va voir l'état de forme de Roglic, l'état de forme de Bernal, et s'il y a du monde pour rouler derrière. Et Polo, je t'ai entendu dire il l'a pas lâché. Du coup, tu le vois pas être capable de lâcher Roglic encore. C'est ce que je dis. On reproche à Roglic de courir comme un épicier depuis le début de ce Tour de France. Encore une fois, il faut prendre en compte le fait qu'il a 21 secondes d'avance pour l'instant. Il l'a pas lâché à Marie-Blanc. On en a parlé à Loudanviel, il le laisse partir. Pour moi, je pense que Pogačar est un bon de sortie entre compatriotes en disant les gars. Donc il lui donne le Tour de France. Ils sont slovènes tous les deux. Il pensait peut-être pas qu'il était si fort, peut-être. Que Pogačar reprendra autant de temps, je pense, à Loudanviel. Moi, je crois pas ça, parce que le mec qui connaît le mieux Pogačar dans le peloton, c'est Roglic. Pogačar met une première attaque où Roglic le suit en moonwalk avant de le laisser partir sur la deuxième. Je pense qu'il espérait que Bernal le suive et en se le disant un peu, écoutez, moi j'ai une minute. Il avait quoi, une 30, une 40 d'avance. Il avait une 20. Il avait une 20. Il s'est dit, oui, parce ok, que moi c'est mon compatriote. Ils sont différents, ils sont pas de la même génération, etc. Par contre, il roule pas chez Jumbo-Visma. Si vous inquiète, vas-y, Landa va le chercher, Bernal va le chercher. Moi, c'est dans un deuxième temps qu'il faudrait que j'aille le chercher. Le deuxième temps, ça va à Marie-Blanc le lendemain, et à Marie-Blanc, il l'a pas lâché d'un pouce. Donc, on verra mais à comment ça se passe. C'était différent parce qu'il y avait aussi la victoire d'étape en jeu et. On verra quand ça se passe à Puy-Marie, mais encore une fois, on parlait de bonification. Roglic les prend depuis le début, notamment à Marie-Blanc, notamment à sa victoire d'étape à Orsières-Merlette. Il laisse 4 secondes du coup à l'étape de Marie-Blanc, mais à l'arrivée cette fois. Roglic n'a qu'à suivre et à faire jouer son punch et sa puissance. Oui, alors si tu veux jouer le truc à la bonif à chaque fois, t'es pas non plus, sachant que Pogačar roule très bien. Je veux bien qu'il se dise dans sa tête, Roglic, qui va pas perdre de temps sur Bernal au chrono. Et encore, est-ce que Bernal, alors il va perdre un peu de temps sur la partie plate, est-ce qu'il reprendrait pas dans la montée, je sais pas, des très gros pourcentages dans la planche des belles filles. Mais alors sur Pogačar, si le calcul de Roglic, c'est de se dire Pogačar, je vais juste le suivre parce qu'il me reprendra rien à la planche des belles filles, sachant que Pogačar déjà il peut claquer des étapes et prendre des bonifs et se rapprocher malgré tout un petit peu.
je suis pas sûr que ce soit le bon calcul. Et on en a parlé déjà avec l'analyse tactique qu'on avait faite de Roglic et Jumbo-Visma sur la dernière émission. Le problème de Roglic aujourd'hui, pour moi il en a deux, c'est son équipe qui est pas si bien rodée que ça, je vais pas refaire l'analyse, et c'est aussi le fait qu'il a deux adversaires à surveiller. Il a Bernal et Pogačar. Et alors si Bernal sort, oui il va y aller, mais si ensuite Pogačar sort, il va vouloir y aller aussi. Et pour l'instant on n'a pas eu un Bernal encore très tranchant, il a mis une petite attaque dans Marie-Blanque, mais c'était pas encore le grand Bernal. Mais si on a un Bernal qui inévitablement est en train de monter en puissance, il était plus fort à Marie-Blanque que 3-4 jours avant, je pense qu'il va être encore plus fort là. Et d'ailleurs, la position de Roglic, elle n'est pas facile. On a deux mecs à surveiller. On va enchaîner avec le profil de l'étape, de l'autre étape qui nous intéresse sur cette preview, avec l'étape du Grand Colombier, parce qu'à Puy-Marie, peut-être que vous voyez un peu plus Pogačar attaquer, peut-être qu'au Grand Colombier, on va voir Tom, si tu peux envoyer l'étape qui arrive au Grand Colombier, merci, t'es le meilleur. Arrivé, c'est 1005 d'altitude, c'est pas forcément l'altitude qui plaît tant à Bernal, etc., mais est-ce que vous voyez Bernal plus attaqué peut-être sur cette étape-là en raison de sa forme, je sais pas. Peut-être que c'est plus un col plus régulier qui lui correspondra plus. Après, ça correspondra aussi, je pense, plus à Roglic. Ce sera aussi plus facile à maîtriser pour les Jumbo-Visma. Qu'est-ce qui ne correspond pas à Roglic? Sans rentrer dans le jeu du débat. T'as raison. Sur le plan du profil, il est bon quand c'est il est bon quand c'est casse-pattes aussi. Quand on a besoin de punch, il est bon quand c'est régulier et qu'il y a des tempos. Il est bon, je suis d'accord, mais moi je pense quand même que tu vois sur le papier, je pense que l'étape de Puy-Marie, elle correspond un peu plus à Pogačar qu'à Roglic, et que l'étape du Grand Colombier, elle correspond un peu plus à Bernal qu'à Roglic. Et que du coup, l'un dans l'autre, on en revient à cette histoire de il a deux mecs à surveiller, alors que Pogačar et Bernal, s'ils se retrouvent tous les deux devant, eux, je pense qu'ils vont collaborer. Ils ont tous les deux du temps à reprendre à Roglic. Bernal est devant Pogačar. Pogačar se dit sûrement qu'il roule un peu mieux que Bernal. Donc je pense que si tous les deux ils se retrouvent avec 10 secondes d'avance sur Roglic dans la montée, ils roulent à deux et ils y vont. Et ils savent que le mastodonte aujourd'hui, celui qui a le maillot et dont il faut déposséder du maillot, c'est Roglic. Si tant est qu'ils arrivent à prendre 10 secondes. Je suis d'accord avec toi. C'est ça mais dans la position de Roglic, de qu'est-ce que je fais, qui je suis, qui je ne suis pas, t'es pas à l'abri à un moment de te retrouver à pas pouvoir suivre toutes les attaques. Et puis même en tant que maillot jaune, c'est aussi ton... Il y a une part de bluff aussi de un moment Bernal attaque et tu dis à Pogačar non là j'y vais pas, que va faire Pogačar? Est-ce que Pogačar il va pas te dire c'est pas grave, laisse partir Bernal? Il va y avoir un jeu de dupes malgré tout, la fois entre Bernal et Roglic, et à la fois entre Roglic et Pogačar, et il y a moyen. Et aussi entre Pogačar et Bernal, parce que si maintenant moi je pense on n'est plus à Loudanviel, parce que maintenant si Pogačar attaque et que Roglic n'y va pas, ça devient un danger automatique pour Bernal, que ce soit pour la deuxième place ou la première place, en fonction de ce qu'il pense espérer remporter à la fin du Tour de France. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est pour ça qu'on a fait ce débat, c'est que maintenant, ces trois-là, on sait que c'est les trois hommes forts, et que maintenant, si l'un attaque, les deux autres vont devoir suivre automatiquement. Après, il y aura de la stratégie à mettre en place. Et tu parlais justement peut-être d'une alliance possible entre Pogačar et non, pas une alliance, mais des intérêts communs. Oui, des intérêts communs, exactement. C'est plutôt ça que je voulais dire. Le seul truc, c'est qu'il va falloir... Évidemment, dans certaines situations, ils peuvent se retrouver l'un ou l'autre, Pogačar ou Bernal, avec des intérêts communs avec Roglic. Et dans ce cas-là, forcément, collaborer avec Roglic. Mais je pense quand même que ça va être leur dernière option. Si jamais... Moi, je pense quand même que si Pogačar part, Bernal, s'il est intelligent, et il l'est, et il sait gérer ce genre de situation... Il laisse Roglic rouler. Et Roglic, il a jamais eu le maillot jaune du Tour. C'est la première fois. Comment il va gérer de voir un mec qui sait super dangereux, parce que Pogačar est devenu super dangereux, comment il va gérer le fait de le laisser partir? Est-ce qu'il va pas se mettre à la planche? Est-ce qu'il va pas... Sachant qu'il s'est fait avoir déjà sur le Giro l'année dernière en plus. Moi, je pense que Roglic, il y a moyen de jouer avec ses nerfs comme ça. Bernal, il a déjà gagné un Tour de France aussi. Ça va jouer. Pogačar, il a 21 ans. Il n'en a pas 29, je crois, comme Roglic. Donc tout ça va jouer aussi au moment où ça va se disputer en altitude. Sur le classement général, on a vu qu'on a ressorti 3 noms. Donc le maillot jaune, Tadej Pogačar et Egan Bernal. Mais il y a 2 noms, et voire 3 dont on parle moins, qui sont ceux de Guillaume Martin, Romain Bardet et Nairo Quintana, voire même de Rigoberto Urán. Mais je voulais axer sur ces coureurs qui ont pas forcément de grande qualité en contre-la-montre. Est-ce que ces coureurs que sont Guillaume Martin, Romain Bardet et Nairo Quintana, s'ils attaquent sur le Puy-Marie ou au Grand Colombier, Paul, est-ce que, par exemple, tu vois Primož Roglic véritablement suivre ses coureurs ou se dire, si je perds le maillot jaune aujourd'hui, c'est pas si grave, sur ces gens-là,
j'ai un véritable avantage, je vais me concentrer sur les hommes dont vous avez parlé. Oui, tu fais bien de dire que ces coureurs-là dont tu as parlé sont peut-être un peu plus faibles en contre-la-montre. Ce qu'il faut surtout dire, je pense, c'est que pour l'instant, en montagne, ils sont un cran en dessous aussi, de Pogačar, de Bernal et de Roglic. Mais s'il sort, est-ce que Roglic ira les chercher? Mais pas forcément. Pour sortir, il faut être fort. Déjà, il faut être plus fort que les mecs qui roulent dehors. Il faut être fort pour sortir. Et si tant est qu'ils arrivent à sortir, et ben, si Roglic, Pogačar, là je fais vraiment un trio, si les trois, Roglic, Pogačar et Bernal, ont envie de sortir derrière, s'ils sont plus forts, ils vont revenir. Et c'est ça qui est compliqué avec les coureurs comme Martin, comme Bardet et comme... Ils semblent un peu condamnés aujourd'hui à suivre, en fait. Ils sont condamnés à suivre, c'est exactement ça. Et à suivre le mieux possible. Et c'est déjà fantastique ce qu'ils font. On en a parlé lors de la dernière émission de Martin et de Bardet. Ils sont condamnés à suivre. Et la seule chose... Après, t'es pas à l'abri d'avoir un super jour non plus, voilà, ou d'avoir une idée tactique, tu pars à un moment où personne s'y attend, c'est possible, mais sur une montée sèche comme le Grand Colombier où tout le monde va arriver groupé en bas et où ça va monter au début avec le train de Jumbo-Visma. Moi, je suis d'accord avec toi. Les favoris, oui. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Je pense que les favoris vont arriver ensemble. Et comment, c'est quoi le nom? La semelle de Fromentel. La selle de Fromentel. La semelle de Fromentel. Qui est en fait un versant du col du Grand Colombier. Oui, je pense qu'au pied du Grand Colombier, qui fait 17 km, pour se lancer dans des grandes manœuvres avant, ça va être trop compliqué. Donc ils vont arriver ensemble. Le Jumbo-Visma, ou ce qu'il en reste, va mettre le train. Et je ne vois pas Bardet, Martin, Quintana, Uran pouvoir placer une attaque. Et on rappelle que sur le Tour de l'Ain, c'est Roglic, après un train fantastique de la Jumbo-Visma, qui avait battu notamment Martin, Bernal au sprint. Joseph, je voulais revenir un peu sur Tadej Pogačar, parce que j'avais préparé quelques petits trucs. On en a très peu parlé finalement dans les émissions qu'on a fait depuis le début de ce tour. On a beaucoup parlé de Roglic et de Bernal, et Pogačar qui a que 21 ans, bientôt 22, on ne sait pas trop d'où il vient. Du coup, j'ai fait quelques petites recherches et vas-y, présente-le nous, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'au final, il a déjà fait un podium sur la Vuelta, mais globalement, c'est vrai que le grand public ne le connaît pas, donc c'est toujours intéressant de savoir d'où sortent ce genre de comètes. Les gens qui ne regardent que le Tour le voient pour la première fois, puisque c'est son premier Tour de France. Et donc, grâce à un article d'Alexis Middlemoney qui avait fait un bon portrait de Tadej Pogačar il y a un peu plus d'un an sur la chronique du vélo. Quel site? C'est le site de qui, ça? Je ne connais pas. Et donc, c'est le site Chronique du vélo, c'est le site de Robin Alesi, c'est très intéressant. Ce site à Chronique du vélo, ils font des bonnes choses. Oui, à ce site mystérieux. Et donc on avait dressé le portrait de Tadej Pogačar qui, alors juste pour donner 2-3 références, est devenu l'année dernière en 2019 quand il gagne le Tour d'Algarve, il est devenu le plus jeune coureur à gagner une course par étape UCI. Ensuite il a gagné le Tour de Californie, il est devenu le plus jeune coureur à gagner une course par étape World Tour. Et ensuite il a terminé sur le podium de la Vuelta, tu le disais Joseph, il est devenu le plus jeune coureur à terminer sur le podium d'un grand tour depuis 1974, où Baron Kelly avait terminé sur le podium du Giro. Je me souviens, j'y étais. Polo Herrera, moi. Polo Herrera, qui est un coureur qui a PCF, 20 ans, il cherchait un top 10 sur la Vuelta et ça avait été jamais fait. Il a fini 6ème, ouais. Suivez Polo sur Twitch, il a Polo Herrera. Et donc, qui apparemment ressemble à Pogačar. Et donc Pogačar qui bat tous les records de précocité. On parlait de Bernal l'année dernière, plus jeune vainqueur du Tour depuis l'avant-guerre, mais finalement Pogačar a battu pas mal des records déjà d'Egan Bernal. S'il gagne le Tour cette année, Pogačar il fera mieux que Bernal l'année dernière. De 2 ans, presque. Voilà, et donc avec son étape de 2 ans et l'étape qu'il a gagnée à la Reims, Tadej Pogačar, il est devenu le plus jeune coureur à gagner une étape sur le Tour au XXIe siècle. Le dernier coureur qui avait gagné plus jeune que lui, c'est un certain Lance Armstrong en 1993, une des seules victoires qui lui reste. Et donc Pogačar, c'est surtout un véritable produit de la formation slovène que n'est pas Primož Roglic, qui est venu au vélo beaucoup plus tard, après avoir fait du saut à ski. Donc Roglic, il était vraiment des tout jeunes dans les circuits de formation slovènes, et il a profité notamment des connexions qu'il y avait avec les anciennes équipes italiennes. On se rappelle de Liquigas et Lampre, où les Slovènes ont toujours été très présents. Donc Liquigas n'existe plus, Lampre est devenu UAE, mais du coup c'est ce qui lui a permis de justement signer chez UAE, où on avait une colonie de Slovènes notamment dans le staff, et donc un certain Andrej Optman, Oui, parce que c'est vrai que c'est étonnant. On peut se poser la question pourquoi aller chez UAE à ce moment-là. Donc sachant que Polanc court encore chez UAE, qu'on a eu Durasek qui courait à l'époque chez Lampre, qu'on avait Simon Spilak aussi, le fameux qui gagnait toujours. Alors je me rappelle plus. Durasek qui est suisse ou romandie. Tour de Suisse. Durasek est croate. Durasek, t'as raison, est croate. Mais donc il y avait une connexion entre tous ces coureurs-là, et Andrej Optman, qui est une sorte d'agent qui est aussi partie du staff, avait conseillé Tadej Pogačar
à notamment Giuseppe Saroni, le manager de l'équipe UAE, et il l'a fait entraîner par Marco, je sais plus, Polanc, qui est le père de Jan Polanc. J'allais dire, le père de Jan Polanc. Donc voilà, tout est vraiment imbriqué entre cette petite colonie slovène, et c'est ce qui a fait que Tadej Pogačar signe chez UAE, alors qu'en 2018, en fait, il est sollicité de partout, il gagne notamment le Tour de l'Avenir, et toutes les équipes World Tour se rendent compte du phénomène, veulent le signer, mais lui avait déjà donné plus ou moins un accord oral à UAE depuis quasiment un an, puisque UAE était déjà au contact de Pogačar depuis l'été 2017, donc bien avant, un an avant sa victoire sur le Tour de l'Avenir. Donc il a décidé de rester comme prévu, de signer chez UAE, et voilà, depuis il bat ses records de précocité dont je vous ai parlé. Ce qui évite à UAE d'être catastrophique total avec Fabio Aru notamment, à qui ils ont donné énormément d'argent, Polo. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la comparaison avec Roglic. Déjà pas la même génération évidemment, mais pas du tout le même profil, pas du tout le même parcours, pas du tout le même caractère aussi. À ce qui paraît, ils habitent vraiment proches l'un de l'autre en Slovénie. Ils se croisent très peu, mais ça c'est le jeu des coureurs professionnels. Mais surtout, alors qu'un Pogačar est très investi dans la vie des clubs locaux, etc. Un Primož Roglic est très renfermé sur lui-même, très renfermé dans ses objectifs. C'est un coureur très froid, très focus. Ah bon, il a pas l'air. Ce que n'est pas du tout Pogačar. Alors, Pogačar n'est pas le plus bavard non plus. Mais pourtant, il est souriant quand tu regardes les photos. Tu regardes sur Instagram, vite fait, sur les réseaux sociaux, le mec qui sourit, fait des photos. Dans la vie locale en Slovénie que les Primož Roglic. Et il est attachant. On va pas trouver grand monde qui va te dire je n'aime pas Pogačar. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Et tu parlais de Fabio Aru, parce que quand il est arrivé chez UAE, Pogačar, il y avait Fabio Aru justement, et il y a eu tout de suite des comparaisons. Est-ce que Pogačar est le nouveau leader du UAE? Et finalement, il voulait s'en détacher un petit peu Pogačar en disant qu'il était très différent de Fabio Aru. Mais dans le style de course, on peut voir quand même quelques similitudes, parce que Fabio Aru, alors on parle du Fabio Aru d'il y a quelques années évidemment, était un coureur offensif, un leader offensif qui n'hésitait pas à y aller. Et moi je reconnais un peu Pogačar là-dedans, que ce soit sur la Vuelta l'année dernière où il va chercher ses 3 étapes, faire un podium, que ce soit même cette année sur le Tour de France. Voilà, on voit il fait des erreurs parce que c'est son premier tour, qu'il a 21 ans, il perd du temps dans une bordure, mais le lendemain ou 2 jours après il est à l'attaque et il va rechercher du temps. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même une petite des petites ressemblances entre les deux, et je pense que c'est une grosse perte malgré tout pour Pogačar de ne pas avoir un Fabio Aru au top, à son vrai niveau, pour l'aider en montagne. Le pauvre Fabio Aru qui en plus s'est fait dégommer par Giuseppe Saroni au moment de son abandon, où Saroni lui est tombé dessus en disant qu'il n'était pas au niveau, que c'était n'importe quoi, qu'il résistait pas à la douleur et qu'il faisait pas d'efforts en gros. Donc voilà, c'est un peu triste, et un point à noter, c'est que Pogačar, parmi les coureurs du top 10 au général, c'est celui qui a perdu le plus de coéquipiers, avec Aru qui a abandonné et Formolo aussi. Donc il a perdu 2 équipiers, sachant que par exemple Bernal en a perdu 0, et que... il en a perdu 0, mais il n'a pas des équipiers ils sont encore là, et Roglic en a perdu 0 aussi. Donc voilà, les autres qui en ont perdu, il y a Landa, il y a Lopez, il y a Yates, mais ils en ont perdu un seul, Quintana aussi. Vous savez tout sur Tadej Pogačar, les rouleurs, vous allez pouvoir briller en société grâce à toutes ces belles informations. Désormais, nous, on va passer au focus et au maillot vert. C'est parti. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes prêts à regarder ce beau week-end de vélo qui nous attend. Alors, je vais essayer de répondre à la question du jour. Qui sera maillot jaune à la fin du week-end? Alors bon, déjà, j'ai pas de boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 étapes difficiles qui nous attendent, notamment celle de vendredi, qui est très très difficile. Ça monte, ça descend toute la journée, 200 km, il y a beaucoup de dénivelé, et une arrivée très difficile en haut du Puy-Marie. Celle de samedi correspond un petit peu plus aux baroudeurs et moins aux coureurs du classement général. Par contre, celle de dimanche, c'est une vraie étape de montagne. Il y a 3 cols. Et surtout, c'est 3 cols qui ont beaucoup de pourcentage. C'est quand même assez rare de voir une étape aussi difficile. C'est l'étape qu'avait gagné Roglic au Tour de l'Inde. Donc, c'est une étape que connaissent bien les coureurs. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir de la casse à la fin du week-end. Il y aura beaucoup de coureurs qui prétendent toujours à un podium qui ne seront plus là. Parce que les leaders vont devoir se dévoiler. Voilà, ça va être une étape difficile dimanche. Pareil pour vendredi, il y aura de la fatigue qui s'est accumulée. Donc on va vraiment savoir qui est capable de gagner le Tour de France. Par contre, je ne suis pas certain qu'il y ait encore de gros écarts pour la victoire. Peut-être que les 3 premiers seront encore dans la même minute. Mais voilà, moi, un coureur comme Roglic, il est obligé de se dévoiler, obligé de montrer qu'il est fort s'il est fort. Donc là, on va vraiment savoir, je pense, à la fin du week-end, s'il est au-dessus du lot ou pas, ou s'il était un petit peu en train de bluffer. Là, on peut vraiment pas se cacher, donc ça va être intéressant.
Pogačar, si vraiment il a les jambes qui continuent à aller aussi bien qu'en première semaine, il va devoir attaquer. Donc, s'il est fort, il prendra du temps. Et Bernal, c'est pareil. Il dit qu'il se réserve, mais là, il va vraiment aussi pouvoir montrer quel est son vrai niveau. Surtout que c'est une étape difficile. Il est léger. C'est des coureurs qui vont, je pense, pouvoir se dévoiler. Donc, moi, je pense toujours que Roglic sera maillot jaune à la fin du week-end, mais que Pogačar et Bernal seront pas très loin et ça va promettre une belle lutte et tout va se jouer en dernière semaine. Merci à tous. Le maillot vert, pourquoi ? Parce que la lutte pour le porter est à son comble. Déjà, les gars, tout simplement, ça fait plaisir. Polo, de voir que le maillot vert, il y a une bataille. Alors, on aime bien quand Sagan le porte, mais là... Moi, j'aime bien quand Sagan le porte. Oui, bien sûr, moi aussi. Moi, j'aime mais il se passe quelque chose, quoi. J'aime bien quand Sagan On le en porte, parle. mais j'aime mieux quand Sagan le porte et qu'il est un peu challengé pour le porter. Là, tu disais que la bataille est à son comble. Moi, j'ai envie de te dire que non. En fait, c'est ça qui est là. On en parle aujourd'hui. On est vendredi. Sam Bennett a plus de 60 points d'avance. 66 points. Tom va nous le montrer exactement. Voilà, il a 257 contre 100. 252 à 186. 252, pardon, parce que c'est écrit en petit contre 186. Est-ce que la bataille, moi la vraie question c'est ça, est-ce que la bataille n'est pas déjà jouée avec finalement une équipe de Koenig Quick-Step, on l'a vu très bien hier, qui contrôle maintenant Sagan, qui va l'empêcher d'aller prendre les échappées, qui va aller lui faire la nique sur les sprints intermédiaires. Où est-ce que Sagan peut récupérer autant de points ? J'avoue que je ne sais pas, puisqu'à mon avis, Sam Bennett, lui, va faire strike dans le 1000 sur Roman Champagnol et Strike dans le 1000, il gagne pas non plus tous les sprints, Bennett. mais il finit devant Sagan. Bah pas hier. Oui, pas hier. Mais Alors, donc s'il toi, pousse les gens aussi, Polo, c'est plus facile. Polo, tu vois ces arrivées notamment, parce qu'en fait, il reste une Champagnol dizaine. et les chances. Il reste 10 étapes, mais il y a notamment Robin, c'est deux Il y a étapes, 2 étapes. Champagnol, Paris, et il y en a une troisième. Alors, Champagnol, déjà, c'est Il y pas a dit Lyon que- aussi. Champagnol, c'est pas dit que ça arrive au sprint, parce que c'est quand même pas facile. Et on a aussi l'étape, de samedi, Clermont-Ferrand-Lyon, qui elle non plus ne devrait pas arriver au sprint. Voilà, on voit le profil. Il Merci, Tom. y a les bonnes bosses. Donc voilà, ça va pas. Ça sent l'échapper sur cette étape. Voilà, mais en fait, ce que je me dis. Polo, t'as raison, il y a un gros écart. 66 points, c'est quasiment ce qui est distribué sur une étape. Peter Sagan, toi ? Complètement. Explique-nous pourquoi. Parce que je pense que les étapes qui viennent, Bennett, il va quasiment plus prendre un point jusqu'aux Champs-Élysées, à part sur les sprints intermédiaires. Et Si Alaphilippe va faire chier, si il va y Devenant avoir va faire chier, alors, si Asgreen va faire chier. il va pas prendre. Excusez-moi pour le Mais langage. Sagan ne prendra pas 20 points à chaque sprint intermédiaire. Après, peut-être que Alaphilippe peut essayer de l'embêter. Asgreen aussi. Je pense quand même qu'au sprint, il l'étape à la Sagan. Donc, surtout sur un sprint comme ça, plat, en milieu d'étape, après 50 bornes. Mais donc, j'ai noté, donc 66 points d'écart, c'est quasiment ce que tu distribues sur une étape de plaine. 20 points au sprint intermédiaire, 50 à l'arrivée. Donc, c'est beaucoup, on va pas se mentir. Mais il y a cette étape, notamment Lyon-Clermont-Ferrand qu'on vient de voir, ou Clermont-Ferrand-Lyon, pardon, où Bennett ne passera pas. Et moi, j'imagine bien Sagan un peu à l'ancienne de ce qu'il faisait il y a 4-5 ans, partir dans l'échappée. Mais il a plus ce bon de sortie finalement avec la De Koenig qui joue maintenant clairement Oui, mais ils vont pas, la De Koenig, ils vont pas rouler dans toute la journée pour rattraper Sagan qui est parti dans l'échappée. Non, ils vont juste pas le laisser partir. Oui, mais une fois que De Koenig, ils ont pas non plus des très grands grimpeurs. Ils vont pas faire rouler à la Philippe. Enfin, sinon il y a. Non, par contre, ils peuvent mettre des coureurs dans l'échappée. Ça, tu peux complètement. C'est ce que je disais. Ouais, Tu peux, mais si c'est Et Bennett. battre Sagan sur Ça, tu peux. Je suis d'accord avec toi. Ils vont essayer de l'embêter. Je suis d'accord. pas Bien sur le sûr. sprint même, mais peut-être sortir juste avant le sprint. Bien Parce que là, sûr, ça, oui, mais- Bennett, il peut prendre l'échappée aussi sur l'étape de Clermont-Ferrand. Mais là, ça va rouler. Là, ça va rouler il passera tambour jamais, battant dès Bennett. Clermont. Oui, ça. Alors ça, jusqu'au sprint. Là, il n'y de aura souci. pas d'échappée Il y aura- avant le sprint intermédiaire. Mais moi, je parle pour la ligne d'arrivée. moi. Sûr. Oui. Je parle de partir et d'être dans l'échappée. Alors, pas gagner l'étape, sûrement, parce qu'il y aura forcément des meilleurs grimpeurs. Quoique le col le plus dur, c'est le premier. Donc après, tu peux te refaire et revenir. Mais si tu termines dans l'échappée, j'en sais rien, moi, 10e de l'étape, mais tu vas prendre quand même ta vingtaine, voire ta trentaine de points. Non, pas 30, mais Ouais. tu vas prendre 15 points, 20 points. Ouais, 15-20 points. je Donc, pense. ça fait la différence. Et alors, il y a aussi ensuite les sprints Champagnol, c'est pareil, on en parlait. C'est moins dur que cette étape de Lyon, mais c'est pas une étape plate.
et ça va pas être facile pour Bennett. On a vu les Bora capables de mettre un coup, et voilà, il y avait une petite montée en début d'étape, ils ont fait sauter tout le monde. Alors après il y a eu des bordures, mais Bennett il est pas lâché sur bordure, il est lâché parce qu'il y a une côte et que Bora il met un tempo de monstre comme s'il voulait, parce qu'il voulait faire péter les sprinters. Et derrière, malheureusement, Sagan a un problème dans le sprint, il finit 13e, donc pas beaucoup de points à la clé. Et cette étape de Champagnole, je pense que ça peut être un peu similaire. Et ensuite, on a les sprints intermédiaires. Il y en a certains, c'est pas très beau, il y en a certains qui vont être un peu durs à aller chercher et qui une nouvelle fois peuvent correspondre à Sagan. J'ai noté 13e étape, donc sur l'étape du Puy-Marie, 16e, 18e et 19e. À chaque fois avec une petite bosse, alors rien d'insurmontable pour Sagan, mais de quoi mettre en route pour la Bora éventuellement, pour faire sauter Bennett, ou au moins, même s'il saute pas, le fatiguer et faire en sorte que sur le sprint intermédiaire il soit moins frais et pas dans les premiers. Donc voilà, je pense que pour Sagan il y a un coup à jouer. Ce qui est sûr, c'est que Sagan ne va pas l'abandonner comme ça. En plus, il doit l'avoir un petit peu mauvaise, même s'il a trop rien dit, du déclassement de mardi. C'était où déjà ? Mercredi. C'était quelle ville ? Bon, À Poitiers, voilà, où il est déclassé. On a l'image avec Wout van Aert. Bon, honnêtement, je trouve que le déclassement est sévère. Bah, surtout que là, on le voit très cette photo, et on l'a vu du ralenti image par image, il est obligé de se décaler pour éviter une perche à selfie. Je suis pas d'accord du tout sur l'image vue d'hélicoptère. Pour moi, Sagan, il prend cette excuse d'éviter les barrières, mais à aucun moment je le vois frôler les barrières. Et par contre, quand tu vois le décalage que fait Wout van Aert d'un mètre et demi, alors globalement, je sais que il y a plus de monde qui trouve que c'est pas normal que normal. Je pense que si c'est pas Sagan, l'histoire elle est tout autre. Il y a un amour pour Sagan global qui fait que on lui pardonne peut-être un peu plus ça que à d'autres. Regarde à Vittel en 2017 ou 2016, je sais plus. Il se fait exclure alors que sur médaillon, mais là évidemment, voilà. Quand c'est indiscutable, c'est indiscutable. Là, le problème, c'est que. Mais à aucun moment, je le vois être serré totalement sur les barrières. Et pourtant, c'est lui qui y va. Ça veut dire que le mec, il peut pas les gagner. En tout cas, il peut pas les gagner. Tu peux pas les gagner n'importe comment. Il se fait la place, c'est un sprint, les gars. Il va quand même couper la route d'Hofstetter. Bon, ça, à la limite, Hofstetter. Il le voit même pas. Il est derrière. À la limite, celle-là, moi, je trouve que c'est normal. C'est un sprint, c'est faire. Par contre, derrière, la place qui se fait sur le AG2R, bon, il le frôle. Bon, à la limite, ok, ça passe. Ça, c'est super propre. Allez, ça passe. Mais il a quand même deux passages qui sont déjà agressifs, mais c'est du sprint. Voilà. Moi, ça, je lui accorde. Par contre, sur Wout van Aert, il passe à sa droite, il n'y a pas forcément la place. Il est obligé d'aller mettre un coup d'épaule. Je trouve sincèrement que le déclassement, il n'est pas scandaleux. Pas scandaleux, mais tu peux ne pas le déclasser aussi. Scandaleux, mais on est aussi dans une période où on voit de plus en plus d'accidents voilà, sur les sprints. Oui. Et évidemment, on ne peut pas tomber sur Dylan Groenewegen et dire que Sagan n'a rien fait, dans le sens où il n'y a pas eu de chute. Il faut qu'il y ait une politique, une ligne de conduite qui soit la même à chaque fois. D'ailleurs, avant que je continue, on peut prendre cette déclaration de Peter Sagan qui dit que ce que je pense n'a aucune importance, on ne m'a pas demandé mon avis, je dois l'accepter, je ne pense pas que mon geste était dangereux, le seul qui s'est mis en danger, c'était moi. Évidemment, il a peut-être eu peur, c'est peut-être un geste réflexe de quelqu'un qui a eu peur. Mais Van Aert n'est pas proche de tomber, Van Aert il était bien. Il y a ce geste, et ça peut amener des conséquences terribles. Évidemment, là, il n'y a pas de conséquences terribles. Sur le Tour de Pologne, il y en a eu. Que les sprinters soient logés à la même enseigne. Si tu veux qu'il n'y ait pas de risque, tu fais plus de sprint. C'est ça, le curseur il est là. Mais évidemment, où est-ce qu'on met le curseur du sprint et de la légalité d'un sprint? Ça, faudra peut-être en rediscuter. C'est une question d'interprétation de toute façon, et c'est pour ça qu'on peut débattre de cette décision. Le fait est qu'au-delà du débat sur la décision, il faut aider aussi l'UCI à faire son travail là-dessus. Il faut que les sprints soient les plus safe possibles pour les coureurs. Évidemment que c'est celui qui sera la plus grosse tête brûlée, et on l'a bien vu avec Caleb Ewan lors de sa première victoire. Il faut être un funambule, voire même un malade mental. Mais c'est quand même, si on regarde les sprints d'il y a 20 ans sur le Tour, si on regarde les sprints d'il y a 20 ans sur le Tour, l'époque des Abel, Moncassin, Cipollini et tout, mais les mecs se mettaient pire que ça. Quand Tom Stels il jette un bidon, bon, évidemment il est exclu, mais les mecs ils allaient jusqu'à jeter des bidons sur les autres pendant le sprint, ils se mettaient des coups de casque dans tous les sens. Est-ce qu'on a envie de voir du Abdou Japarov ou du Laurent Jalabert de cette époque-là? Non, c'était dangereux, mais c'est toujours dangereux. Si certaines choses ont été depuis interdites et certains comportements ont été critiqués, c'est aussi parce qu'il y a eu des accidents sur des sprints et qu'il y a des comportements qui font que s'il y a 50 sprints qui vont être agressifs, qui vont bien se passer, il y en a un qui, dû à ces comportements très agressifs et
qui parfois sont au-delà de la limite vont mal se passer. Donc, il faut fixer une certaine limite. Et je trouve ça pas scandaleux que Sagan soit Scandaleux, déclassé non, là. c'est pas scandaleux. Dans la ligne, Non, moi, je l'aurais pas déclassé. Voilà, je pense que mettre en place. c'est pour Et à ça qu'il y a noter, eu par débat. contre, il y a un truc sévère. D'ailleurs, c'est pas Lucie, là, c'est ASO d'ailleurs. C'est qu'il Oui. est déclassé. Le commissaire. Il est déclassé, donc il perd les points de l'étape. Il a terminé deuxième, donc 30 points. Bennett qui finissait 3 passe de 3 à 2, donc ça lui fait 10 points de plus. C'est pour ça que moi, Donc la différence C'est de pas classement faux. du maillot vert, elle est forte. C'est Et pas ensuite, faux. il a pris Sagan une pénalité de 13 points qui correspondait aux points qu'il avait pris le jour même sur le sprint intermédiaire. Donc en plus, ils lui ont mis une pénalité. Moi, je suis Ça assez veut dire d'accord. qu'il est ultra perdant sur cette histoire. Et Parce que s'il n'y a pas ça, il est à 10 points de Bennett. C'est pour ça qu'on a ce débat aujourd'hui. Parce que s'il a 10 points de Bennett, avec les arguments que tu as donnés tout à l'heure, c'est pas la même confiture que s'il est à plus de 60 points d'écart. Il a fait 167 jours en vert, 7 maillots verts, Peter Sagan. Et la dernière question que je veux vous poser sur ce focus, c'est par contre, certes, moi je trouve qu'il fait quand même une faute avec ce coup d'épaule sur Van Aert. Mais par contre, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un Peter Sagan, Paul, aussi saignant dans un sprint. La vitesse qu'il a accumulée sur ce sprint-là, franchement, ça fait longtemps que je l'avais pas vu aussi fort peut-être. Est-ce qu'il n'a pas été piqué au vif avec ce challenge et il s'est peut-être un peu réveillé et a réveillé le volcan, Peter Sagan? Je sais pas, on sait que c'est un coureur qui marche beaucoup à ça, à trouver des espèces de petits moteurs pour courir. Il en a beaucoup parlé en début de saison. Il avait du mal à s'y retrouver, notamment sur les longues courses par étapes où parfois il se faisait chier. Hein, c'est lui qui disait ça. Peut-être qu'il a trouvé un regain de motivation avec cette adversité et Sam Bennett, mais après, sur les sprints, il est encore à sa place, c'est-à-dire derrière Bennett, derrière Ewan. Il fera du 3, il fera entre 3 et 5. Si son sprint se passe en avant, il sera entre 3 et 5. Et c'est là, un il peu était devant c'est un peu Bennett. le Alors, Peter sur les Sagan champs, qu'on a sur les champs, oui. depuis Sur 2-3 les ans. champs, oui, il fera entre 3 et 5. Par Sur contre, à Poitiers, oui, à mais Champagnol, par contre, oui, voilà, à c'est ça. Champagnol, il peut gagner. Ouais. À Clermont-Ferrand, Bennett, il sera pas là. À Lyon, pardon, Bennett, il sera pas là. Donc, À Lavore, s'il avait pas eu ce problème, on aurait peut-être pu voir aussi. il a quand même pas eu trop de chance sur Non. ce Tour de Mais France. c'est Il ce n'est que pas, je dis, il est pas à sur son le niveau plat- habituel. Sur mais... le plat, sur un sprint classique, il est à sa place comme sur cette étape de Poitiers, quoi qu'il arrive. Il y aura toujours Bennett et Ewan devant. Mais sur l'étape de Poitiers, il finit 2 avant d'être déclassé. Donc devant Bennett. Faut Ah, mais savoir, Polo. il a pas touché Bennett. Faute Non, ou pas faute? Non, mais moi, je dis pas qu'il y a faute, mais non, Carton ou pas mais carton pour rigoler, évidemment, il fait un super. Et là, Joseph l'a bien dit, il fait un super sprint et pour le coup, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, avec autant de puissance. Sagan va-t-il lâcher son maillot vert? Dites-nous dans les commentaires si oui, si non. On a fait le tour de ce focus, les gars, et désormais on va parler d'un autre homme, c'est Marc Hirschi. C'est parti. Franchement, quel plaisir de parler de Marc Hirschi pour terminer cette émission, les gars, parce que le Suisse, ça fait longtemps, le jeune Suisse, ça fait longtemps qu'il court après, Robin, et celle qui claque aujourd'hui est très très belle et surtout méritée. Impressionnant, ouais. On l'a déjà vu à l'avant sur ce Tour de France, 2e à Nice, 3e à la Reims. Et c'est un phénomène. On le savait un petit peu. On en avait déjà parlé. Un petit peu, hein. On en entendait parler l'année dernière. On l'avait vu sur quelques courses, faire un podium à la Classique à Saint-Sébastien, aller chercher des podiums d'étape aussi. Je crois que c'était au Bing Bang Tour. Mais voilà, il fallait le voir dans une plus grosse adversité. Et jamais j'aurais cru, au début de ce Tour de France-là, que Marc Hirschi serait aussi présent et aussi fort face au gratin mondial. C'est un mec de 22 ans. Il vient de faire ses 22 ans. Moi je le voyais venir pour apprendre et finalement l'équipe Sunweb qui est un peu surprenante sur ce Tour de France, sans leader pour le classement général, mais avec des coureurs ultra offensifs. Alors certains jours c'est tout pour 16 balles au sprint, déjà j'imaginais pas 16 balles faire d'aussi belles places d'honneur. Ouais. Et puis là aujourd'hui on les voit, il y a Bennett, Krag Andersen et Hirschi à l'attaque, d'autres jours c'est Roche, hier c'était Pedersen, donc il y a toujours du monde devant. Il y a Mollema aussi qui est là. Pedersen. Oui, pardon, Pedersen c'est très clair, je suis en train de comprendre. Ouais, j'avoue, t'es parti sur la Je suis parti sur Mollema et Mais après, il y a Pedersen. Casper. Non, mais par contre, il y a Et puis Casper. son Roglic, puis Bernal. Non, il y a- Folie, Tu hein. fais bien de- On rigole, mais il y a Mais ils ont du Pedersen monde à la devant. trek, il y a Casper Pedersen aussi, le lanceur de Oui, 6 c'est- balles qui je est me suis emmêlé. Mais du coup, voilà, ils ont souvent des coureurs à l'avant. Et Marc Hirschi, clairement, c'est le plus fort de tous les mecs qu'ils ont envoyés dans les échappées depuis le début de ce tour. Et c'est mérité qu'il en claque une parce qu'il s'est fait battre de peu par Alaphilippe à Nice. Et il s'est fait reprendre dans les 2 derniers kilomètres à la Reims. Donc on a justement le résumé de ses places d'honneur. Voilà, il a fait 2, il a fait 3 et c'est mérité qu'il gagne enfin.
Pourquoi, Polo, on n'imaginait pas le potentiel de Marc Hirschi, quand même champion On imaginait le potentiel. Champion du monde. Mais est-ce qu'à ce point-là, et là, parce il franchit que un cap, quand un mec il est champion d'Europe espoir, champion du monde espoir en 2018, Innsbruck, ouais. pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que un homme comme Remco Evenepoel a peut-être pris toute la lumière chez les jeunes? Je sais pas. Ah, évidemment qu'il y a un peu de ça. Quand on voit la précocité d'un Pogacar, qu'on voit aussi sur ce tour, et qui prend au moins autant la lumière que Marc Hirschi, quand on voit un Remco Evenepoel, quand on voit aussi des Bernal, peut-être un chouille plus vieux que Marc Hirschi, mais qui reste quand même des coureurs de 23 à 24 ans. 23, toute la ribambelle de Colombiens en fait partie aussi également. Il y a depuis quelques années un phénomène de précocité assez exceptionnelle dans le cyclisme et dans le cyclisme de haut niveau, qui fait que des coureurs comme Gaudu, maintenant des coureurs comme Hirschi, ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pour arriver au Grinta mondial. Le fait est que Marc Hirschi, oui évidemment, on l'a dit, champion du monde espoir en 2018, et ben voilà, moi je le voyais progresser, tu l'as très bien dit au début, d'une manière linéaire, plutôt même très intéressante depuis son début de carrière pro. Mais là, sur ce Tour de France, il explose tout. Et c'est magnifique à voir. Il est fort quand on a besoin de qualité de puncher. Il est fort quand on a besoin des qualités de grimpeur. Il est fort quand on a besoin des qualités de descendeur. On peut même dire que c'est en descente, il est impressionnant. Exceptionnel. Et quand il faut rouler tout seul, il le fait très bien aussi. Il s'est fait 90 bandes tout seul. On savait que c'était un bon rouleur. On savait que c'était un grimpeur avec des capacités sur le moyen long terme. Descendeur, ça pour le coup, on savait pas trop. Et ben là, sur ce Tour de France, il nous explose à la gueule en nous renvoyant justement à la gueule toutes ces qualités-là. Et on se dit, du coup, à l'image d'autres coureurs de sa génération et même un peu plus jeunes, où est la limite de ce coureur-là et qu'est-ce qu'il peut ne pas espérer pour l'avenir, quoi, puisque pour l'instant, on l'a vu fort sur des profils type ardennais, entre guillemets, en tout cas avec des arrivées type classique, en tout cas, plus qu'ardennaise, comme l'étape de Nice. On l'a vu fort sur des grosses étapes de montagne avec beaucoup de dénivelé. Et ça va être difficile pour lui de choisir véritablement ce qu'il va faire. En fait, c'est pour moi, le c'est dilemme. Mais le dilemme que Julien Alaphilippe a depuis 2 ans, Marc Hirschi en fait se retrouve avec ce dilemme très tôt dans sa carrière. T'es manager ou directeur sportif, Romain, tu l'envoies sur quoi? Moi, je pense que c'est un homme de classique et que c'est un homme qui doit venir sur le Tour pour jouer les étapes et derrière aller cartonner sur les Ardennaises, peut-être les Flandriennes. Qui sait s'il a envie d'aller s'y tester. Alors sûrement pas Paris-Roubaix, peut-être le Tour des Flandres. Par contre, un peu comme un Julien Alaphilippe, comme un Greg Van Avermaet, comme ce genre de coureur. Pour moi, c'est un peu, ça doit être ces exemples. Peut-être entre les deux, voilà, disons il entre Alaphilippe et Van Avermaet. Il s'appelle Fabian Cancellara. Hein. Oui, aussi, c'est vrai. C'est son manager d'ailleurs. Et c'est son agent, ouais. Et oui, qui parle de lui comme le Mbappé du vélo. Et d'ailleurs, Hirschi, il est le premier Suisse à gagner une étape du Tour depuis Cancellara. C'est ça. Et on parlait de précocité. Si Pogacar n'avait pas gagné il y a quelques jours, Marc Hirschi, lui, aurait été le plus jeune vainqueur d'une étape du Tour au XXIe siècle. Donc à 22 ans et quelques jours, il les a fêtés le mois dernier. Donc c'est vrai qu'on a une génération, Polo le disait, aujourd'hui c'est pas anormal de voir un mec de 23 ans, voire moins, gagner les plus grandes courses du calendrier. Que ce soit avec Evenepoel, Bernal, Pogacar, Hirschi maintenant. Et puis même des garçons comme Van Aert, Van Der Poel sont pas vieux. Ouais. Tu regardes la moyenne d'âge des mecs qui ont gagné les étapes sur Tour de France, entre Van Aert, Pogacar, Hirschi. Ouais, c'est impressionnant. Je sais pas ce qu'on faisait il y a 10 ans, les gars, nous, mais certainement pas ça. Après, moi, il y a 10 ans, j'avais pas leur âge. Hein. Moi non plus, nous aussi, on recrute au berceau. Les gars, voilà, on a fait le tour pour Marc Hirschi. On a fini globalement cette émission. On est d'accord avec un petit Tom qui nous a lancé une petite bonif. J'ai basket, donc 5 minutes le quiz. Pas plus ça. 5 minutes, il n'y a même pas besoin de 5 minutes, Polo. Bon, voilà, je vais vous faire un quiz histoire de kiffer. On fait. Allez, on va faire un petit qui suis-je pour terminer. J'ai regardé ton émission. live, Joseph, de mercredi soir. J'ai trouvé le qui suis-je avant le chat, hein. Mais bon, j'étais pas. Mais donc t'as regardé? J'ai regardé après. Mais c'est quoi? T'es devenu manchot pour pas? Non, sur Instagram TV. Sur IGTV, voilà. Ok, sur IGTV. J'ai pas pu réagir dans le chat. Est-ce que tu as trouvé largement avant le chat? Un petit peu avant, 4-5 secondes avant. C'était quoi le... Je me rappelle même plus du coureur. Moi, pour le coup, j'avais pas regardé IGTV. C'était qui le coureur déjà? Je ne sais plus. Ok, excellent. Voilà. Belle équipe, hein. La roue du Boussel. Voilà, je ne me souviens plus. Si, c'était Marc Madiot. Ah, voilà. Ah bah tiens. Mais c'est vrai que c'est dans tes années et dans tes kiffs, ça. Alors, le qui suis-je? Je suis un coureur né en 1973.
J'ai actuellement 47 ans. Ma carrière s'est donc terminée il y a désormais 12 ans. Mais elle s'est terminée assez mal. Hein. J'ai été suspendu. 12 ans, en 2008 du coup. Voilà, j'ai été suspendu. Bernard Cole? Ce n'est pas Bernard Cole. Un jour, ce sera Bernard Cole. ce sera Bernard Cole. Toutes les semaines, C'est un peu ta Bernard mer Cole. noire à toi. J'ai couru, j'ai commencé ma carrière en 96, ça va pas beaucoup vous aider, à moins que vous soyez Balane d'incroyables. Ce n'est pas Balane. J'y ai pensé. C'est chez Ross Lotto. J'ai fait 2 ans là-bas, mais je suis parti entre la 98 et 2001 chez la Saeco. Ensuite, je suis parti chez la Team Télécom. Poli? Ce n'est pas Poli. Chez la Team Télécom, tu n'es pas Poli. Chez Télécom. Ensuite, alors j'ai été transfuge d'une équipe ennemie à une autre parce que je suis passé de la T-Mobile. Savoldelli. Non! Je suis passé de la T-Mobile à la Discovery. Ah, Discovery, ouais, oui, après il va chercher. Discovery, Ouais. Paolo Savoldelli. Exactement, Paolo Savoldelli. Seiko fait trouver un Italien qui est passé Télécom et puis ensuite va chez Ah, bien joué. chez T'as été Postal, là, vif. Exactement, qui avait notamment gagné plein d'étapes du Giro. Il a notamment gagné une étape Mais il sur gagne le un Tour de Giro, non? France. Giro, est-ce que gagne un j'allais Giro. Oui. En plus, il gagne le. Moi j'ai alors- perdu là? Alors tu as complètement perdu parce que il a gagné même 2 Giro, les gars. Il a gagné en 2002 et en 2005. C'est ce que j'avais comme souvenir, mais j'avais peur de dire. Exactement. De 2005, mais 2002, je savais plus. 2002 et 2005 et il gagne une étape du Tour de France en 2005 à Revel. Voilà. Dommage mon Roby, mais La prochaine fois. La prochaine fois, c'est donc Lundi. c'est donc lundi. Lundi, tu n'es pas là, Joseph. Tu fais quoi, Joseph, d'ailleurs? Mais je me marie, Polo, donc. Bravo. Bravo. Toi, tu vas vite rentrer de mon mariage pour. Moi, je serai là pour être lundi, promis. Je serai peut-être pas dans la plus grande forme qui soit, mais je serai là lundi matin pour en découdre avec du coup Robin Et Évidemment que Roby sera. et Jean-Noël Cossil que vous connaissez bien, qui nous a normalement promis qu'il sera là. Donc, ce Mais sera oui. Et la il est fine plutôt équipe fiable, que- Jean-No. Il est plutôt fiable et il adore venir avec nous et nous on adore le recevoir, donc on a déjà hâte. Voilà. Merci Roby. Merci Polo. Merci à toi, Joseph. Merci et à bon toi, week-end. Joseph. Ouais, très bon week-end. on va essayer, hein. On va faire une de ces fiestas ce week-end. Qui ça va être pleuve cool. pas surtout, qui pleuve Non, pas. ça, il va pas pleuvoir. Allez, bisous les rollers. Ciao. Ciao. Salut.